La ville de Djibo ravitaillée ce 21 mars 2023, une centaine de camions escortés par l'armée burkinabé a joint la ville sous blocus depuis mars 2022. Selon plusieurs sources, les forces de défense et de sécurité ont déminé plusieurs engins explosifs improvisés et neutralisé des ennemis dans la progression pour la ville de Djibo. Développement juste après les titres. La sécurité médicamenteuse au cœur de la célébration indifférée de la Journée mondiale de la sécurité du patient au Burkina Faso. Une thématique pour rappeler la nécessité d'améliorer les systèmes pour renforcer la sécurité médicamenteuse et lutter contre les pratiques dangereuses de médication. On en parle également dans ce journal. Et puis rencontre entre le ministre de la fonction publique et les hommes de médias hier dans la matinée. Une rencontre pour expliquer davantage la loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique afin d'éviter les mauvaises interprétations de la loi. On en parle également dans ce trésor. Restez juste avec nous. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Longtemps confrontée à une situation humanitaire difficile, la ville de Djibo a été ravitaillée ce 21 mars 2023 par voie terrestre. Les derniers ravitaillements de la part de l'armée burkinabé et de plusieurs ONG se faisaient jusqu'ici par la voie aérienne. Retour dans ce journal sur le contexte humanitaire de Djibo et le récent ravitaillement de la ville avec Serge Kabouri. Confrontée à une situation humanitaire dégradante du fait d'un blocus depuis mars 2022, elle a fait l'objet de plusieurs interpellations et même des sorties médiatiques de plusieurs organisations de la société civile. Située dans la province du Soum, région du Sahel, la ville de Djibo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était difficilement accessible par voie terrestre. On se souvient qu'en septembre 2022, un convoi de ravitaillement escorté par le 14e régiment interarmes à destination de Djibo avait été la cible d'une attaque terroriste près de la localité de Gaskinde. Malgré le ravitaillement par voie aérienne de la part des forces armées nationales de 70 tonnes de vivres en début octobre et de plusieurs autres ravitaillements de la part d'organisations non gouvernementales, les réserves de nourriture s'amenuisaient au fur et à mesure pour la population de Djibo, estimée à plus de 200 000 habitants. Située à moins de 50 km de Djibo, le ravitaillement de la ville de Bourzanga par voie terrestre, à travers une escorte militaire de près de 300 camions, avait sonné comme un vent d'espoir au niveau des habitants de Djibo. Ce convoi en provenance de Kongoussi avait évolué difficilement sur un tronçon de 45 km environ, défiant les engins explosifs improvisés et les tentatives d'embuscade sur la route. Près de 2 semaines après, l'histoire se répète encore et cette fois-ci pour la ville de Djibo qui a été ravitaillée ce mardi 21 mars 2023 par voie terrestre avec l'acheminement d'une centaine de camions escortés par l'armée burkinabé. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit des foules en liesse sorties applaudir la colonne de camions remorques remplis de vivres pour Djibo. Cette fois-ci encore, selon plusieurs sources, les forces de défense et de sécurité ont déminé plusieurs engins explosifs improvisés et neutralisé des ennemis dans la progression pour la ville de Djibo. Ce 22 mars 2023 est célébré partout dans le monde. La journée mondiale de l'eau, elle est célébrée chaque année depuis 1993 et selon l'ONU, l'un des objectifs de cette journée est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Au Burkina Faso, le taux d'accès national à l'eau est de 76,3% à la date du 31 décembre 2022. Selon Christine Tabsoba, directrice des études et de l'information sur l'eau à la Direction générale des ressources en eau, ce taux est encourageant mais cache des inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain. Cette journée sera donc l'occasion pour les acteurs du milieu de se pencher sur la problématique liée à l'accès à l'eau au Burkina Faso. Entretien réalisé par Amadou Bourema et commenté par Mamidriana Kamabou. Cette journée est célébrée pour sensibiliser le public sur l'importance de l'eau. Cette année, elle est commémorée sur le thème « Accélérer le changement par le petit geste ». Cette journée, selon Christine Ouetraogo, directrice des études et de l'information sur l'eau, est l'occasion pour les acteurs et les professionnels du secteur d'échanger sur les problématiques liées à l'eau.
Au niveau du Burkina, il y a un phénomène nouveau qui s'est ajouté, et l'insécurité avec ses corollaires de déplacés internes. Comment réussir à satisfaire au maximum les besoins de ces déplacés internes et comment réussir à améliorer véritablement le niveau de service, promouvoir la protection de cette ressource-là face aux menaces de divers ordres, surtout ordre anthropique. Vous savez qu'avec l'accroissement de la population aussi, il y a de nouveaux besoins induits. Au Burkina Faso, le taux d'accès national à l'eau potable est de 76,3% à la date du 31 décembre 2022. Bien que ce taux soit encourageant, il cache par contre des inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain. Selon Christine Ouetraogo, l'alimentation en eau potable de la population dépend des eaux souterraines. Pour ce qui est des eaux souterraines, il faut dire que notre pays est couvert par deux grands ensembles. La zone sédimentaire qui couvre la partie ouest de notre pays, à peu près 20%, et tout le reste du pays, c'est la zone de socle où les potentialités hydrogéologiques sont assez faibles. L'un des défis majeurs pour les services en charge de l'eau est la maîtrise parfaite des ressources en eau, surtout souterraines. Cependant, Christine Ouetraogo a laissé entendre que plusieurs études sont en cours pour une plus grande connaissance de ces ressources. L'objectif est vraiment très clair, c'est d'arriver à satisfaire les besoins de tous les Burkinabés, c'est-à-dire arriver à avoir un taux d'accès à l'eau potable à 100%, quel que soit le milieu, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Nous avons plusieurs projets qui sont déjà en cours. Voilà, nous avons des programmes de réalisation de fourrage, des programmes de réalisation d'adduction d'eau potable simplifiée dans presque toutes les localités. En rappel, la journée mondiale de l'eau est célébrée le 22 mars de chaque année, et ce depuis 1993. Selon les données de l'UNICEF et de l'OMS, une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à de l'eau salubre. Voilà donc Christine Ouedraogo Tapsoba qui s'exprimait sur la journée mondiale de l'eau. Dans la suite de ce 13h, cérémonie de clôture de la journée mondiale de la sécurité des patients ce mardi 21 mars. 48 heures durant, les acteurs ont réfléchi sur les stratégies de lutte contre les préjudices subis par les patients. Selon les données de l'OMS, 5 millions de décès dans le monde étaient associés à la résistance aux antibiotiques. La journée mondiale de la sécurité des patients commémorée en différé est placée sur le thème sécurité médicamenteuse. Les détails de Maxime Jean-Yves Bambara. Sécurité médicamenteuse, c'est le thème qui a guidé les réflexions pendant ces 48 heures de commémoration de la Journée mondiale de la sécurité des patients. Commémorée en différé au Burkina Faso, cette journée vise à promouvoir des mesures pour améliorer la sécurité des patients afin de réduire les préjudices qui leur sont causés. Selon le ministre Robert Lucien Kargougou, cette journée est une interpellation sur la nécessité d'intensifier les stratégies de lutte contre les préjudices en milieu de soins. Spécifiquement, cette commémoration nous invite à un bon usage des médicaments afin de réduire les méfaits des résistances aux antimicrobiens. En effet, en 2019, près de 5 millions de décès dans le monde étaient associés à la résistance aux antibiotiques, dont 1,3 million leur étaient directement attribuables. L'utilisation sécuritaire des médicaments prévient ces préjudices. Traitement le plus courant en soins de santé, le médicament sous toutes ses formes produit de bons résultats lorsqu'il est utilisé de façon appropriée. Mais prescrit à tort, mal stocké, il devient une menace pour la sécurité des patients. Par ailleurs, l'automédication et les médicaments de rue représentent un véritable danger pour les patients. À en croire le ministre de la Santé, plusieurs actions sont menées par son département afin de lutter contre ces phénomènes. Nous travaillons déjà au niveau sectoriel à resserrer nos mécanismes de contrôle et de régulation à travers l'Agence nationale de régulation pharmaceutique.
Sur un plan intersectoriel, nous travaillons évidemment en collaboration avec d'autres départements ministériels, comme par exemple le ministère en charge des Finances à travers la Direction générale des douanes. Et vous avez dû voir la dernière fois que nous avons procédé à la saisie d'un important lot de médicaments contrefaisants. Nous travaillons aussi avec les forces de défense et de sécurité et nous travaillons aussi avec l'Ordre national des pharmaciens pour que nous puissions sensibiliser davantage les populations sur cet aspect. Selon Dr Moyenga Laurent, chargé de programme au bureau de l'OMS Burkina, les préjudices subis par les patients sont de plusieurs ordres. Des préjudices liés souvent aux médicaments de qualité douteuse qui sont utilisés. Et il y a des préjudices également liés souvent à la non-formation d'un certain nombre d'agents de santé et qui prescrivent un certain nombre de médicaments, soit en excès, soit en quantité en tout cas en grande quantité. Vous voyez souvent des gens avec des ordonnances qui ne sont pas rationnelles et qui peuvent porter également préjudice aux patients. Plusieurs communications ont été données pendant ces 48 heures de réflexion. Des communications relatives à la stratégie mondiale de la sécurité des patients 2021-2030, aux bonnes pratiques d'utilisation des antipaludiques et antibiotiques, au rôle de la pharmacie hospitalière dans la sécurité des patients, aux vigilances sanitaires au Burkina Faso et à la sécurité des médicaments traditionnels. Plan stratégique 2023-2027 du médiateur du Faso. L'institution sollicite l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers pour une mise en œuvre efficace. Les échanges ont eu lieu dans la matinée de ce 21 mars 2023 entre les deux parties autour de deux axes stratégiques du plan que sont le renforcement de la gouvernance et le rayonnement de l'institution et la promotion de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la réduction de la fracture sociale. Sermon d'ouverture avec Fatima Tanikema. Défendre et protéger les droits des citoyens contre les abus et dysfonctionnements dans l'administration publique et travailler à la prévention ou à la résolution des conflits. Telles sont les missions assignées au médiateur du Faso. Et c'est dans l'optique de mieux accomplir ces missions que l'institution de Fatimata Sanou Touré s'est dotée d'un plan stratégique. Selon le médiateur du Faso, la mise en œuvre de ce plan permettra de relever les défis de l'heure dans ces contextes de crise sécuritaire. On a dégagé deux axes stratégiques pour répondre à ces défis. D'abord, le premier axe stratégique, c'est la bonne gouvernance et le rayonnement de l'institution. L'ancrage de l'institution médiateur du Faso, son efficacité au niveau du paysage institutionnel. Et le deuxième axe, c'est comment réduire la fracture sociale à travers la cohésion sociale et l'instauration de la paix au Burkina Faso. C'est un plan présenté aux partenaires techniques et financiers ce 21 mars. L'objectif est qu'ils prennent connaissance du contenu de ce plan afin d'identifier des pistes de collaboration. Pour la mise en œuvre de ce plan stratégique, au grand bonheur des populations, l'accompagnement des plus hautes autorités du pays et des partenaires techniques et financiers est indispensable. Pour ma part, je m'engage et engage mes collaborateurs à toujours œuvrer aux côtés des autres entités de l'État avec l'appui des partenaires à la préservation du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Notons que cette table ronde des partenaires techniques et financiers du médiateur du Faso a été organisée avec l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Et elle a réuni une cinquantaine de partenaires techniques et financiers. Neutralité politique et méritocratie dans l'administration publique, le gouvernement invite les populations à s'approprier la loi face aux hommes de médias. Hier dans la matinée, le ministre de la fonction publique a expliqué davantage la loi portant renforcement de la neutralité politique et méritocratie dans l'administration publique. L'objectif est de donner la bonne information afin d'éviter les mauvaises interprétations sur la loi. On en parle avec Mamitra Nakamabo. Le ministre en charge de la fonction publique, accompagné de ses collaborateurs, explique davantage la loi portant renforcement de neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique.
Pour lui, cette nouvelle loi est de permettre au pays d'assurer sa stabilité et donner un minimum d'espoir à la jeunesse pour un lendemain meilleur. Toutes les lois qui ont été disposées dont nous sommes, c'est pour permettre au pays de revenir à une stabilité, permettre à la jeunesse d'avoir confiance, lui donner un minimum d'espoir de survivre. Donc si on ferme les yeux, on peut aller dans le décor. Et on ne souhaite pas aller dans le décor. Nous ne souhaitons pas aller dans le décor. Mais pour ne pas aller dans le décor, qu'on ait conscience qu'on doit se dire la vérité. La vérité ne plaît pas forcément. Bassolma Bazié a révélé au cours de cette conférence de presse avoir reçu un rapport d'audit faisant cas de plus de 2000 fonctionnaires recrutés dans l'administration publique sans passer par le concours professionnel. Après le rapport, nous avons fait une correspondance demandant à l'ensemble des institutions de notre pays de faire le point de tous ceux qui sont dans l'administration qui ne sont pas passés par des concours, qu'on appelle des contractuels, des bénévoles. Toutes les listes ne sont pas rentrées. Nous sommes à 2000 et quelques. 2000 et quelques. Je pèse mes mots. Des gens qui sont rentrés dans l'administration, qui ont fait 5 ans, 6 ans, qui sont rentrés par des paramètres dont on ignore. On fait quoi avec? Qu'on le veut ou pas, c'est leur vie qui a été saccagée. Le ministre en charge de la fonction publique va plus loin en disant que s'il y a des coups d'État à répétition au Burkina Faso, c'est la conséquence d'une mauvaise gouvernance. Si un coup d'État, c'est une conséquence d'une mauvaise gouvernance, si vous balisez, vous venez, vous recréez les mêmes plaies, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Pourquoi voulez-vous qu'on se mente? Si vous mettez des lois qu'on a eu le courage de prendre pour régenter notre pays afin que l'orphelin, afin que l'enfant du pauvre, afin que l'enfant du paysan soit mis sur le même pied d'égalité que l'ensemble des enfants du peuple. Justement, nous sommes en train de recouvrir ou rouvrir les mêmes plaies qui vont conduire aux mêmes effets. Bassolma Bazié a laissé entendre qu'après cette loi portant renforcement de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique, sa prochaine bataille sera la révision du Code du travail. Regardez, promenez-vous dans des entreprises privées, regardez comment la jeunesse est traitée. Les gens ne vivent pas. Les gens ne vivent pas. Parmi même vous, hommes de presse ici, ils sont combien qui ont un bon contrat de travail? Justement, on ne veut pas que des lois soient votées pour vous protéger parce qu'on veut un pays délabré. Le code là, il doit être revu. Le code minier également doit être revu. Et quand tu parles de tout ça, des gens rentrent en transe parce qu'eux, ils vivent, ils gagnent des bénéfices sur la base du sang des enfants du peuple. Ça doit s'arrêter. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale compte mener des actions de communication et de sensibilisation afin que les populations puissent s'approprier cette loi. Suite de la visite du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, le ministre Luc Adama Sorgho s'est rendu sur le chantier d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso. Il a pu constater que les travaux avancent bien, chose qu'il a félicité. Par contre, au poste de péage du village de Koundougou, où il s'est aussi rendu, les travaux connaissent un retard. Le ministre a terminé sa visite à la carrière de sable de Orodougou, au boulevard de l'Insurrection et à l'avenue Chalon-en-Champagne. Les détails de la visite avec notre reporter sur place, Joseph Koutko. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement sur le chantier d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso. Accompagné de son collègue en charge des transports, Luc Adama Sorgho est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Pour le port sec, les travaux sont presque à terme, explique le ministre des Infrastructures. Au niveau du port sec, si vous avez pu constater ce matin, là-bas aussi les travaux sont pratiquement achevés et vous constaterez que c'est vraiment des travaux très bien exécutés. Notamment, on a vu que c'est une chaussée vraiment rigide qui est mise là-bas en béton armé. Ça veut dire qu'avec les poids lourds et tout ce qu'on connaît comme charge souvent, on ne doit pas connaître de dégradation. Après le port sec, le ministre Sorgho s'est rendu au poste de péage du village Côté Dougou qui accuse un retard. Il a échangé avec les techniciens. Le taux d'exécution est estimé autour de 70%. Sur les 3 sites, c'est celui qui est légèrement en retard parce qu'on a eu un problème pour l'arrivée de la charpente. Alors que quand la charpente n'est pas montée, il y a certains travaux qui sont sous la charpente qu'on ne peut pas faire.
Donc ça c'était à cause des problèmes de Covid, etc. Parce que les chaperons sont fabriqués en Turquie et il fallait les convoyer ici. Et malheureusement, comme je dis, tant que la charpente n'est pas montée, il y a beaucoup de travaux qu'on ne peut pas faire. Par exemple, sous la charpente, il y a les cabines qu'on va construire. À Ouaga, vous avez pu constater, là-bas on a des plateformes de 13 voies, c'est-à-dire 6 voies dans chaque sens. Les 6 voies dans chaque sens, il y a 3 voies pour les poids lourds, 3 voies pour les véhicules légers. Et par contre, ici, c'est 9 voies. Donc c'est 4 voies dans chaque sens, 2 voies pour les poids lourds, 2 voies pour les véhicules légers. C'est des trucs automatiques, parce que les péages actuels là, sont des péages manuels. Le cap est ensuite mis sur la carrière de sable de Borodougou, une carrière qui constitue une menace pour la route nationale numéro 1 si rien n'est fait. Et le ministre de rassurer que des dispositions sont prises pour pallier ce problème. La carrière de sable, effectivement, je vous ai dit que ça pose un problème pour notre route si on laisse avancer ces dégradations-là. C'est pourquoi on a demandé à la direction des études effectivement de faire une étude pour dire à peu près ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Mais déjà, de par ce qu'on a vu, on peut déjà disposer des tapis de moins longs. Ils vont empêcher au moins de tout le long, avec une largeur au moins de 3 mètres pour éviter que les gens continuent à intervenir dans ce sens. Cette série de visites a pris fin avec la visite du boulevard de l'Insurrection et la cérémonie officielle de mise en circulation de l'avenue Chalon en Champagne. Retour à Ouagadougou, à l'Université Aube-Nouvelle, des étudiants de la filière transport et logistique ont organisé une conférence publique autour des thématiques en lien avec l'entrepreneuriat, les débouchés et les enjeux dans un pays enclavé comme le Burkina Faso. L'expert comptable Edi Komboego et le spécialiste en logistique Aboubakar Zerbo sont les conférenciers du jour qui ont partagé leurs expériences professionnelles avec les jeunes étudiants. Un reportage de Serge Bassolé commenté par Melassida Kabori. C'est une discussion à bâton rompu entre le premier panéliste de cette conférence, Edi Komboego, et les étudiants de la filière transport et logistique de l'Université Aube-Nouvelle. Pendant plus de 2 heures d'horloge, la première communication a porté sur l'entrepreneuriat, notamment la nécessité de la jeunesse burkinabé à entreprendre. L'expert comptable de formation s'est prêté aux différentes questions des participants à cette conférence. Selon Edi Komboego, l'entrepreneuriat est la base de tout développement d'un pays ainsi que personnel. C'est pourquoi il invite les participants à entreprendre dans divers domaines d'activité. C'est vrai que nous avons affaire à des étudiants logistiques, mais nous avons parlé de l'entrepreneuriat en général. Pour leur dire qu'il ne faut pas se limiter, parce qu'ils sont des logisticiens, à leur métier de logisticien. Ils peuvent entreprendre dans tous les secteurs et gagner leur vie. Ils ont un marché plus grand et plus large s'ils savent ouvrir leur esprit. Et nous leur avons fait comprendre que l'entrepreneuriat est la base de tout développement d'un pays et de tout développement personnel. S'ils ne veulent pas être des employés dans une société, il faut qu'ils créent. Débouchés et enjeux de la logistique pour un pays enclavé comme le Burkina Faso est le thème de la deuxième communication faite par le spécialiste en ingénierie logistique Aboubakar Zerbo. Il explique que des recettes pourraient augmenter si toutefois le pays se dotait de plusieurs autoroutes reliant les pays voisins compte tenu de sa position stratégique. Le Burkina Faso est un trait d'union entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Le Nigérien qui va aller en Côte d'Ivoire passe forcément par le Burkina. Le Ghanéen qui veut aller au Mali passe forcément par le Burkina. Donc du coup, nous sommes un carrefour incontournable par lequel beaucoup de pays peuvent passer pour faire les transactions. Donc si on développe des voies, des autoroutes pour lier nos 6 capitales, Ouagadougou, Lomé, Ouagadougou, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Ouagadougou, Accra, cela va créer non seulement des emplois, ça va créer des taxes qui vont revenir à l'État et surtout ça peut être un rapprochement des peuples. Faisal Soré, président de la filière transport et logistique de l'Université Aube-Nouvelle, s'est réjoui de la tenue de cette conférence et explique qu'au regard de l'insuffisance de structures d'embauche de logisticiens, l'entrepreneuriat se présente comme une solution pour une indépendance financière. C'est pourquoi l'objectif de la conférence est de permettre aux participants d'acquérir des notions de base auprès de personnes ressources. Jugez bon d'avoir une telle conférence parce que de nos jours, il n'y a pas beaucoup d'institutions qui permettent aux logisticiens d'exprimer leur talent. Mais avec l'entrepreneuriat, je me dis que tout un chacun peut arriver à s'en sortir dans la vie sans avoir besoin de travailler dans le public, juste en investissant soi-même.
En rappel, cette conférence organisée par la filière transport et logistique de l'Université Aube Nouvelle avait pour thème principal l'entrepreneuriat et a connu une forte participation des étudiants. Lancement des activités de Deka Collection, c'est une entreprise spécialisée dans la production, la promotion et la commercialisation des produits de beauté. L'entreprise a ouvert ses portes à Ouagadougou, précisément au quartier Ouaga 2000. Dans son allocution, la promotrice Djamila Diallo a encouragé les jeunes à l'entrepreneuriat. Notons que l'ouverture de ce magasin intervient après celui de Bobo Dioulasso. On découvre maintenant Deka Collection avec Assami Touré. Après Bobo Dioulasso, c'est au tour de Ouagadougou d'accueillir Deka Collection. Créée tout d'abord en ligne, Deka s'implante grâce à la demande des internautes. Entreprise de vente de produits cosmétiques, on y trouve différentes gammes de produits pour les soins de visage, de la peau et des savons. L'objectif général pour la promotrice est de créer un réseau à travers l'ouverture de cette entreprise. La jeunesse aujourd'hui est plus engagée dans la cause de l'entrepreneuriat. Si on remarque même aujourd'hui, la plupart des jeunes filles sur les réseaux sociaux s'adonnent à la promotion de leurs produits via TikTok, Facebook, Instagram. Donc ce sont des jeunes à encourager. Mais comment les encourager vu qu'elles n'ont pas un réseautage assez fort? Donc l'objectif de cette activité, c'est vrai qu'il y a l'ouverture de Deka Collection, mais c'est aussi de permettre à ces jeunes de se créer un réseau important, de connaître d'autres personnalités, d'échanger des contacts, afin de pouvoir utiliser de ces contacts demain pour pourquoi pas développer leur idée de business, prendre des conseils pour pouvoir s'améliorer. Présent à l'ouverture de la nouvelle boutique à Ouaga 2000, plusieurs entrepreneurs ayant débuté en ligne avant d'installer un siège sont venus soutenir cette initiative. L'occasion pour eux de féliciter, d'encourager et motiver les étudiants à entreprendre. Elle en a déjà fait à Bobo, elle est représentée un peu partout et aujourd'hui elle lance son magasin de Ouagadougou. Donc nous l'accompagnons pour qu'elle puisse réussir cette ouverture et en faire beaucoup d'autres plus tard. Et encourager les jeunes à entreprendre parce que c'est une fille qui est, on va dire, déterminée. Moi je l'ai vue, je crois, il y a 2 jours, elle l'a vu qu'au téléphone, mais sur les réseaux sociaux on a vu que c'était quelqu'un qui était déterminé et qui voulait impacter la société. Et donc on l'accompagne. Donc pour les jeunes qui veulent apprendre, si j'ai 2 conseils à donner, le premier c'est d'avoir la bonne idée. Et la bonne idée c'est laquelle? C'est celle qui résout un problème dans la société. Et pour ce faire, un panel sur l'entrepreneuriat a été initié après la cérémonie d'ouverture pour permettre aux jeunes leaders de partager leurs expériences avec les étudiants désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. On termine en football, le championnat national de Ligue 1 à l'occasion de la 24e journée. L'Étoile filante de Ouagadougou était face à l'Union sportive des forces armées sous pression et forcée de gagner. Les Stélites, après avoir débuté en fanfare la partie, finissent par partager la poire en deux avec les militaires au coup de sifflet final. Ainsi, la Reine des Stades a du pain sur la planche et les prochaines journées s'annoncent encore décisives. Yassine Sawadgo, images et commentaires sur le match. L'Étoile filante de Ouagadougou partage la poire en deux avec l'US Forces Armées. Lors de la 24e journée, les Stélites ont fait bonne impression au coup d'envoi. Il a fallu seulement quelques minutes du top départ pour ouvrir le score sur cette tête de Landry Banadi. Un but à 0. Les militaires vont réagir quelques minutes après sur cette tête qui passe au-dessus de la barre transversale. La Reine des Stades était tout proche du deuxième but juste avant la pause, mais la tête passe à côté. La mi-temps intervient à l'avantage de l'EFO. De retour des vestiaires, ce sont les militaires qui prennent les choses en main. Sur cette frappe, c'est le gardien des Stélites qui sauve les siens. À force de pousser, l'USFA remet les pendules à l'heure par l'entremise de Stéphane Pognogo. Un but partout. Ils seront même tout proches du deuxième, mais le ballon passe juste à côté. Pas de gagnant pour cette rencontre qui était pourtant très importante pour la Reine des Stades, selon son coach, Cheikh Ouattara. Au moins, on pouvait ressortir et repartir avec les 3 points de ce match parce que vu ce qu'on a produit comme jeu, malheureusement, on encaisse un but à la deuxième période, donc on doit repartir avec 1 point. Bon, c'est vrai, la lutte continue, mais ce soir, si on était rentré avec les 3 points, ça allait nous faire plaisir. Rien n'est fait, rien n'est tard. Et pour
prochain match, si on arrive à gagner et que nos concurrents directs arrivent à faire un nul ou à perdre aussi, comme ce soir aussi, bon, on va aussi profiter. Alors, sinon, je pense que rien n'est fait, on n'est pas trop dessus aussi parce que vu ce que les enfants ont donné, et je pense qu'on va rentrer travailler encore, s'organiser encore mieux. Pour Mohamadi Bagué, maître à penser de l'USFA, le point du nul est bon à prendre. Mes joueurs ont eu du mal à rentrer dans le match. À la première mi-temps, le marquage n'était pas bien. Voilà, les faux étaient plus déterminés que nous, première période plus agressif. Et donc c'est long logiquement qu'ils ont marqué. C'était à nous de réagir. Heureusement, on a su réagir. On a espéré marquer ce second but-là. On a eu des situations pour passer devant, mais bon, vu quand même l'ensemble du match, le match nul est bien parce qu'on vient de loin. Et nous étions face à une équipe de l'EFO qui était déterminée, qui voulait enchaîner. Nous aussi, on était dans une bonne dynamique, on peut enchaîner. Je crois que le match nous méritait de part et d'autre. C'est à nous de revoir ce qui n'a pas marché et continuer à travailler parce que c'est pas parfait, loin de là, c'est pas du tout parfait par rapport à ce que nous avons vu ce soir. Après ce match nul, l'étoile filante de Ouagadougou rechute dans la zone rouge, son concurrent, le Real du Faso, ayant pris les dessus sur Majestic la veille. On pourra donc dire que les prochaines journées s'annoncent encore décisives pour les étoilés. On s'arrête là pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 9h et 13h du volant pour de nouvelles sessions d'information. Mais avant, vous avez rendez-vous à 20h ce sour avec Linda Sarakabouri. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Truth TV.